Une matière sèche n'est pas un liquide, mais nécessite quand même un conteneur pour pouvoir être mesuré. Aujourd'hui, le conditionnement est bien maîtrisé. Il est facile de mesurer les masses correspondantes. Avant, la mesure de ces quantités se faisait indirectement par la mesure de volume à l'aide de conteneurs étalons. L'avoine est une céréale très importante dans l'Ancien Régime. Destinée principalement à l'alimentation des chevaux, comme complément du fourrage, c'est un peu le carburant de l'époque pour les transports et les travaux agricoles. La masse volumique de l'avoine est plus faible que celle du blé, environ les 3/5. Comme c'est le pouvoir énergétique qui était recherché, la mesure d'une masse aurait été plus adaptée, d'où l'idée d'obtenir une quantité volumique un peu plus forte. Pour un même nom d'unité, un boisseau par exemple, on doit préciser si c'est un boisseau type blé ou un boisseau type avoine. C'est précis, mais cela revient à dupliquer les étalons de mesure avec un risque de confusion dans l'utilisation. En octobre 1669, une réforme des mesures du blé à Paris précise les modalités de mesure. Elle est enregistrée au Parlement de Paris le 29 avril 1670. Cette réforme impose que les mesures pour l'avoine doivent être les mêmes que celles pour le blé, avec comme objectif de diminuer les fraudes. Comme les grosses quantités sont mesurées à partir de plus petites unités étalons, il suffit d'en augmenter le nombre en ce qui concerne l'avoine. On joue sur le facteur multiplicateur. On définit précisément la forme des étalons conteneurs. Comme ils sont de forme cylindrique, la hauteur et le diamètre sont figés. Avant, la mesure de l'avoine était souvent faite à comble. Certains maîtres grainetiers utilisaient deux mesures de même volume, l'une à fort diamètre pour les achats et l'autre plus étroite pour les ventes. La mesure des céréales en volume et non en masse permet de limiter fortement l'influence de l'humidité. Le taux d'humidité des grains diminue au cours de la conservation des récoltes. Il devient beaucoup plus léger, jusqu'à moins 20%. Presque chaque province a son système de mesure. Si les noms diffèrent, la progression des mesures reste sensiblement équivalente. Pour un même nom d'unité, la valeur en litres peut varier beaucoup. Par exemple, en Savoie, le quart, unité de base sensiblement équivalente à un boisseau, peut varier du simple au double, en changeant simplement de vallée. Cette variabilité peut nous paraître surprenante. Il faut se situer dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas de marché international du blé. Les transactions se font directement des producteurs locaux aux meuniers de la vallée. Le picotin correspond à la ration journalière d'avoine pour un cheval. La grenette est une halle spécialisée dans la vente des céréales. L'échange commercial se fait entre les paysans et les meuniers de la région. Il y avait environ une grenette par canton. La vente du blé est un marché sensible. Ce marché est très réglementé et surveillé par une police des marchés, les transactions ne pouvant se faire qu'après l'ouverture officielle. Le transvasement des sacs n'est autorisé qu'une heure après l'ouverture du marché. On cherche à éviter la spéculation sur cette marchandise, vitale pour nourrir la population. Par exemple, à Lyon, on suit hebdomadairement le cours du blé, les fluctuations risquant d'engendrer des émeutes. Les grenettes sont pourvues d'étalons de mesure, le plus souvent en pierre, permettant une transaction officielle. Aujourd'hui, beaucoup ont disparu, laissant comme souvenir le nom d'une rue ou d'une place. Les transactions de sel se font à l'aide des mêmes mesures que pour le grain. La vente du sel, fortement taxée, est un monopole d'État. Les ventes de gros ou de détail, dites à menu, se font dans des locaux privés, appelés greniers à sel ou bancs à sel.
sous la gestion et le contrôle strict d'agents mandatés par le pouvoir politique. Les mesures locales utilisées sont certifiées par le contrôleur fiscal du lieu. C'est un peu le début d'une métrologie légale, comme la vente de l'essence aujourd'hui. Cette mesure par capacité émigrera vers une mesure de masse, plus fiable et moins sujette à la contrebande. Le sel était très important pour la conservation des aliments et la nourriture du bétail. Cela représentait jusqu'à 10% des dépenses d'une famille de paysans. L'impôt sur le sel, la gabelle, sera abrogé par la Révolution en 1789. Une des plus anciennes mesures est la corde de bois, plus simplement appelée corde. D'après certains historiens, elle est définie par la quantité d'un gros fagot de bois emprisonné par la corde en faisant le tour. 3 points restent à préciser. Quelle est la longueur des bûches? Quelle est la longueur de la corde? Et comment doit être la section du fagot? À périmètre constant, la section peut varier fortement. Pour d'autres historiens, la corde n'était qu'un instrument d'aide au traçage sur le sol. La longueur de la corde est extrêmement variable suivant les régions, de 6 mètres à 13 mètres. La longueur des bûches est souvent de 3 pieds et 6 pouces, soit à peu près 1 mètre. La corde des eaux et forêts, suivant l'édit du roi d'octobre 1669, est définie par un gabarit en forme de U, d'une largeur de 8 pieds et d'une hauteur de 4 pieds. Les bûches ayant 3 pieds 6 pouces de longueur, ce qui correspond à 112 pieds de roi au cube. Elle est le double d'une autre mesure appelée la voie de Paris. Elle correspond pratiquement à 4 stères. Le moule est une unité de mesure de bois de chauffage utilisée dans l'est de la France, en Suisse occidentale et particulièrement en Savoie du Nord où elle est encore d'actualité. En Savoie, c'est l'équivalent de la corde, mais avec des bûches de 3 pieds 3 pouces, soit 104 pieds de roi au cube, ce qui correspond à 3,6 stères. Dans d'autres régions, il peut valoir de 1,6 à 4 stères. La corde de bois est toujours utilisée en Amérique du Nord. La seule différence avec notre ancienne corde est la longueur des bûches, de 4 pieds, soit un volume total de 128 pieds au cube.